Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce tout nouvel Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Université de Franche-Comté et de l'Académie de Besançon. Donc la nouvelle appellation de cette composante universitaire de l'Université de Franche-Comté a pris son nom donc au 1er septembre 2019, nous espérons que nous aurons une survie au-delà des 6 années que viennent d'avoir donc les SP. Donc nous poursuivons dans ce nouvel Institut national supérieur du professorat et de l'éducation les rencontres. Il y a de la place devant, il y a tout un rang de libre devant pour ceux qui arrivent. Là. C'est ça. Bien. Donc, ces rencontres entre tuteurs et tutrices de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation donc, sont des journées que nous avons pris l'habitude d'organiser déjà depuis quelques années et nous accueillons donc chaque année, au moins 2 fois dans l'année, autour de cet objectif qui est d'assurer ensemble la professionnalisation des publics estudiantins, et là, en l'occurrence, donc ceux de l'éducation nationale qui nous sont confiés. Alors, assurer ensemble la professionnalisation des stagiaires au fil de l'année, je viens de m'apercevoir en fait que je ne me suis pas présentée. Je suis l'actuelle, et plus pour très très longtemps, mais en tout cas l'actuelle directrice de cet institut. Et une autre équipe de direction arrivera à partir du 1er octobre. Voilà. Donc, Christophe Tourneux, qui est directeur adjoint chargé des relations avec le rectorat, de l'alternance et de la formation, et puis Yves-Félix Montagne, qui est enseignant-chercheur et qui présentera, juste après mon propos, une conférence qui vous aidera toutes et tous, j'en suis certaine. Alors, assurer ensemble la professionnalisation des stagiaires au fil de l'année. Donc, les gouvernements précédents ont donné, et le gouvernement actuel donne aussi aux INSPE la formation donc, de ces étudiants et étudiantes, stagiaires de l'éducation nationale, par des équipes pluricatégorielles, on en parlera juste quelques minutes après. Et la formation se fait aussi sur le terrain. Notre idée, ensemble, donc nos 2 ministères, a été de trouver de l'intérêt à former l'ensemble des tuteurs et tutrices à une culture commune de cette professionnalisation, une culture commune donc, du tutorat entre l'employeur, donc l'éducation nationale, et l'université, à partir donc des référentiels métiers que vous avez aussi l'habitude d'utiliser et qui nous serviront à donner un avis quant à la titularisation de ces étudiants stagiaires. Sur l'évaluation des compétences professionnelles pour émettre un avis de titularisation, alors vous avez vu qu'il y avait plusieurs avis qui étaient donnés. Pour le second degré, il y en a 3. Et en tout cas, chacun donne un avis en fonction des missions qui lui sont attribuées. Donc, il y a des avis donc, du chef d'établissement en lien avec les tuteurs de terrain. L'inspecteur IAIPR qui donne aussi un avis. Et puis, la direction de l'ESP, donc la directrice de l'ESP que je suis, a donné donc, des avis chaque année. Ces avis portent, alors chacun a son niveau de responsabilité dans la détermination de cet avis de titularisation. Il n'y a pas un avis qui prévaut plutôt qu'un autre. Et chaque avis est entendu au moment de la commission. C'est important de le savoir parce qu'en fait, chaque année, il peut y avoir quelques pressions qui peuvent exister. Sachez une chose, c'est que sur le logiciel Astuce SP qui rend service à tout le monde, nous, universitaires, n'avons pas le regard sur les avis que vous mettez.
parce que les directions du numérique et de l'informatique n'ont pas jugé, à l'aune d'un nouveau logiciel qui devrait arriver, qui aurait dû arriver mais qui n'arrive pas encore et qui, nous l'espérons, arrivera l'année prochaine, mais ne nous permet pas d'avoir la main pour regarder ce qui est écrit. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez vision de ce que je peux laisser en tant que directrice, nous n'avons pas vision de ce que vous avez fait. Donc si vous avez un problème avec, ou un questionnement par rapport à l'avis que nous, universitaires, pouvons mettre, je vous engage vraiment à nous contacter et à en discuter avec vous pour que nous ayons aussi un avis cohérent et qui soit bien entendu en fonction des compétences de chacune et chacun. L'avis alors des universitaires, donc, qui passe par mon avis, l'avis de la direction de l'INSPE porte en fait sur le même référentiel de compétences que vous avez aussi à valider dans ces avis, et sur ce qui se passe en cours au moment de la formation. Et nous sommes aussi très attentifs à tout ce qui valide des compétences, on va dire, transversales, que l'on observe à la fois dans l'implication des étudiantes et des étudiants dans leur formation en cours, dans la manière dont ils sont capables de mener un travail en équipe, comment ils s'investissent dans l'argumentation, comment ils sont porteurs d'un certain nombre de choses. Et la visite sur le terrain qui se fait avec vous et la visite évaluative en fin de parcours. Et le troisième faisceau d'évaluation pour nous porte sur la réalisation d'un travail de recherche, donc d'initiation à la recherche, soit dans le cadre d'un mémoire de master MEF, soit dans le cadre d'un projet tutoré. Souvent, les avis défavorables que nous avons pu mettre portaient effectivement sur des problèmes de positionnement que les étudiants avaient pu avoir, soit pour certains parce qu'ils étaient accusés de plagiat, soit par rapport à des attitudes inacceptables dans un positionnement de fonctionnaire de l'État ou de futurs fonctionnaires de l'État. Donc ce mémoire nous permet en fait de valider beaucoup de choses. Voilà. Donc je tenais à préciser ces éléments-là sur l'avis de l'INSPE. Donc ne croyez pas que cet avis est donné juste par les directrices. Lors de cette commission siègent avec moi tous les directeurs adjoints, un responsable de la scolarité, la responsable de scolarité du parcours concerné, le responsable du parcours et bien souvent au moins un formateur académique ou une personne dans la mesure où la personne est disponible à ce moment-là. Voilà. Donc ce n'est pas un avis qui n'émane que d'une seule personne et en fonction de je ne sais quels critères. Pour vous dire aussi que les enseignants universitaires ont une connaissance importante du terrain qui est le vôtre la plupart du temps, enfin, donc en classe dans le premier degré ou dans le second degré. Les universitaires actuellement, le temps que nous passons dans les visites formatives et évaluatives sur le terrain correspondent à peu près à 400 jours par an, chaque année. Voilà. Donc, et puis, il ne faut pas oublier aussi que le fait d'enseigner, ce n'est pas le même terrain, c'est sûr, que par rapport à vous, mais c'est aussi du terrain que de travailler à enseigner avec des universitaires. Si en fait vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Non, c'est parce que je pense que tout le monde a trouvé qu'on avait de grosses années. Non, mais nous sommes plusieurs. Voilà. Donc c'est déjà le principe de l'équivoque des mots. Vous avez tous recalculé en même temps que c'était 400 jours cumulés, d'accord, et pas additionnés les uns aux autres. Donc c'est très bien, ça me fera une illustration de cas tout à l'heure sur on veut dire quelque chose et il y a quelque chose d'autre qui est entendu. Bien. Maintenant, en fait, et pour terminer mon propos avant de laisser la parole à mon collègue, c'est aussi pour vous expliquer que les souhaits que j'ai eus à la direction de l'ESPE a été de faire en sorte de former un maximum de personnes à un niveau universitaire qui est requis aujourd'hui lorsque l'on enseigne à l'université
à un grade de master, c'est-à-dire à un bac+5. Donc ça a été de construire des formations, donc nous l'avons fait avec Yves Félix Montagne, créer donc une 4e mention qui s'appelle donc pratique et ingénierie de formation, qui permet à l'ensemble des enseignants en poste actuellement dans l'éducation nationale de venir se former à la fois à la certification KPI et aux certifications CAFA, CAFIPEMF, et de pouvoir capitaliser en même temps que ces personnes préparent les certifications, de préparer en même temps un master. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau au niveau universitaire, au niveau français. Et la bonne entente que nous avons actuellement avec l'éducation nationale et nous, université, a permis en fait que vous ne soyez pas, pour ceux qui ont eu envie, il y en a un certain nombre ici qui ont fait ce diplôme-là, que vous ne soyez pas sous le couvert de la formation continue de l'université, c'est-à-dire que vous payez votre formation, un master MEF, c'est à peu près l'équivalent de 5 000 € par an, pour le savoir, mais que vous ne payez que les montants d'inscription. Voilà. C'est en gros un cadeau que l'Université de Franche-Comté fait actuellement au personnel de l'éducation nationale. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je vous invite vraiment, si vous trouvez que ça a du sens pour vous, que de vous former à l'analyse de pratiques professionnelles, parce que nous sommes plutôt très forts sur ces parties-là, et sur la recherche et la recherche en éducation, de vous inscrire sur ces parcours de formation qui ont lieu le samedi matin, enfin le samedi toute la journée. Et je vous assure que ceux qui ont choisi de faire ça ont tous été très satisfaits. Bon nombre d'entre eux sont déjà sur des parcours de doctorat. Mais ça, c'est un autre... Enfin, il s'agit d'autre chose là. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose de possible et qui est encore possible cette année. Je vais laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie encore pour l'attention que vous avez portée à mon propos. Et puis, pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec nous, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment du travail qui a été fait avec vous. Et puis, je me réjouis aussi de vous savoir aussi nombreux et aussi intéressés par la formation des tuteurs. À bientôt. Bon après-midi. Alors, moi, je voudrais remercier d'abord Christophe qui a tout organisé, jusqu'à l'affichage, la construction des listes. Vous connaissez comme moi les IPR, et je trouve que c'est pas tous les IPR. Donc je suis très sensible à ça, indépendamment de ses qualités professionnelles, de ses qualités humaines, de dire, ben voilà, je m'occupe de l'organisation de cette journée de A à Z. Et je voulais remercier Catherine, elle est partie très vite, parce que si vous êtes là dans le cadre de cette formation tuteur, c'est parce que c'est son projet. Elle a choisi de démissionner de sa fonction de directrice à la fin du mois de septembre parce qu'elle ne souhaitait pas mettre en place la formation telle qu'elle est proposée dans l'INSP. C'est une décision politique. Tous les directeurs d'ESP n'ont pas choisi ça. Certains l'ont choisi, mais tous ne l'ont pas fait. Il reste des places devant. Vous êtes les bienvenus. Dépêchez-vous. Voilà, donc je les remercie vraiment fortement tous les deux. Puis je vous remercie vous aussi. J'allais dire, je suis content de vous voir. Et là, je m'aperçois que c'est la dernière fois que je vous regarde par-dessus mes lunettes, que je suis allé hier faire des verres progressifs. Donc, à partir de maintenant, je pourrai vous voir sans avoir cette espèce de jonglage surprenant. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la parole. Donc, c'est un peu une gageure parce que c'est un peu compliqué. Et en fait, l'idée, c'est de partir du postulat que vous êtes tuteur parce qu'on vous a identifié comme étant compétent dans la transmission. Dans la transmission du savoir à vos élèves en classe, mais aussi dans la métatransmission, qui serait la transmission du savoir à des profs qui vont transmettre le savoir. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai fait une visite avec un de vos collègues tuteurs que j'ai trouvé plutôt bon dans son analyse de la pratique et tellement soucieux de bien faire que chacune de ses phrases était émaillée de cette expression-là. Comment dire, comment vous dire. C'est-à-dire que pendant 1 heure, notre collègue, a essayé de dire le mieux possible ce qu'il avait envie de dire à son stagiaire. Alors peut-être de par la pression, des visiteurs, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était louable et vertueux d'essayer de vouloir bien dire. Et à mon avis, l'idée de cette collaboration stagiaire-tuteur, elle est organisée, orientée, elle dépend absolument d'une rencontre en parole. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu du dit, c'est-à-dire du fond et de la forme, mais vous savez très bien aussi que ce qui fait votre réussite, c'est la tonalité de votre voix, le rythme de vos phrases, tout ce qui est du côté du paraverbal, tout ce qui fait qu'on parle, c'est pas du non-verbal. Le non-verbal, c'est votre gestualité, votre coupe de cheveux. Un collègue toulousain, Philippe Vérune, a même fait des études en montrant que la réussite d'un enseignant, il a fait des études avec des CM2, tenait aussi
au parfum que cette enseignante mettait quand elle allait en classe. Et que ce que vous apportez de vous comme être humain dans votre relation pédagogique est absolument pas que du côté des compétences professionnelles et rationnelles. En tout cas, l'idée, c'est de considérer, ça vous le savez, que la rencontre, si vous êtes stagiaire, tuteur, si vous êtes tuteur depuis plusieurs années, ben vous l'avez constaté. Si vous démarrez, tiens, qui démarre sa fonction de tuteur là cette année? Donc vous, on va dire un bon tiers, peut-être même la moitié, vous allez constater qu'une année sur deux, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme les vendanges ou l'agriculture. C'est absolument incertain, indépendamment de la qualité du cépage, indépendamment de la qualité du sol. Il y a des années où ça marche et des années où ça ne marche pas. Et en fait, ça marche ou ça ne marche pas, je l'ai identifié de façon clinicienne. Hein. Ceux qui m'ont déjà entendu savent que moi j'ai un parcours, j'ai été longtemps prof d'éducation physique et sportive agrégé dans un lycée en Seine-Saint-Denis pendant 16 ans, où j'étais tuteur. Et puis j'ai passé une thèse de psycho et ma thèse s'appelait l'éducation physique de la parole. J'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était que les mots dans cette discipline du corps, quel était l'attelage entre ces deux éléments un peu paradoxaux. En tout cas, l'idée c'est de considérer que dans cet artefact clinique, puisque l'analyse que j'avais faite du corps et de la parole était organisée par la psychanalyse, il y avait des choses à prendre, à s'enseigner du côté du terrain. Alors, moi, j'entends des gens en cours, j'entends des gens en TD, j'entends des gens en groupe de parole et d'analyse de pratique, j'entends des gens en visite, j'entends des gens en formation tuteur, puisque depuis 5 ans que je suis ici, j'ai fait des formations tuteurs à Belfort, à Lons, ici plus longuement. Et puis, j'ai lu quelques éléments de théorie qui consistent à dire que la parole, pour nous, Lacan qualifie l'être humain d'un par-l'être. Le par-l'être, c'est l'être humain parlant, ravagé par le verbe, dit Lacan. C'est beaucoup peut-être, mais en tout cas, on est une espèce où la parole a quelque chose à voir avec ce que nous sommes au monde. Et voilà ce que j'écoute dans la bouche de vos collègues. Donc celui dont je vous parlais, comment dire, tu vois ce que je veux dire. Et puis aussi Bénédicte Mongin, qui est là, qui est rentré dans ce parcours il y a 4 ans maintenant, je crois, du master recherche, me disait, voilà, moi je voudrais bien faire un master recherche, je suis tuteur depuis un certain nombre d'années, et l'année dernière j'ai eu un stagiaire, et j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Il écoutait ce que je lui disais, je revenais en cours, il n'appliquait pas ce que je lui disais. Donc cette interrogation, c'est, est-ce que finalement on parle la même langue? Est-ce que je parle chinois? Est-ce qu'il est autiste? Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on parle la même langue, le français, l'impact de mes mots n'a aucun sens pour lui? Et puis il y a aussi cette parole fort intéressante que j'ai écoutée l'année dernière. On a mis en place ici des groupes de discussion. Donc c'est du volontariat. J'anime ça 3 ou 4 fois par an, 2 heures, avec une dizaine de stagiaires. Vient qui veut, à condition de venir 2 fois de suite. On discute de quelque chose qui est choisi au moment de la discussion. Et ce stagiaire, je leur disais, alors pour vous, finalement, qu'est-ce que c'est un bon tuteur? Il m'expliquait finalement qu'un tuteur, c'est quelqu'un qui finalement fait en sorte que les stagiaires puissent parler d'eux-mêmes. Alors vous voyez, dans cette formule, il y a beaucoup d'équivoques de la parole, parce qu'il y a le « te » de force pas, pour moi et nous-mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'équivoque, c'est que parler de nous-mêmes, on ne peut absolument pas savoir si c'est parler de soi ou parler spontanément. Et ça, c'est un des points importants dans la parole. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé, c'est le principe des 400 jours de Catherine tout à l'heure, tout ce qui est proposé prête à l'équivoque. Et dans cet usage de l'équivoque, il y a, à mon avis, une compétence des tuteurs à mettre en avant. Donc parler de nous-mêmes, ça veut dire que quand on va voir quelqu'un en visite, il ne faut pas forcément parler que de la leçon, de la préparation, mais qu'il faut aussi lui laisser une place pour que cet être humain que vous avez en face de vous, qui est un jeune professeur, puisse parler de ce qu'il est, ou puisse parler spontanément. Et vous savez que je vous en parlerai plus tard, c'est un commandement intenable, hein, soit naturel, parle. Hein, c'est le principe du fait comme chez toi. À partir du moment où c'est dit, on sait qu'on n'est pas chez soi. C'est vraiment un commandement intenable, le soit naturel. Vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on donne comme injonction pour être naturel, on renvoie au fait qu'au de fait, on ne va pas être naturel quand on va parler, puisqu'on va suivre l'injonction de l'autre. Alors, l'hypothèse aussi qui m'anime, c'est une hypothèse plus théorique, puisque en fait, ces deux chercheurs, Sapir et Worf, ont montré dans les années 40 que la façon dont on parlait était organisée par le monde et façonnait le monde. Vous les connaissez sans les connaître, c'est Sapir et Worf, parce que ce sont eux qui ont indiqué que les Esquimaux avaient plus de 40 mots pour décrire la neige. Donc forcément, nous, on a quelques mots, hein, parce qu'on est près quand même des reliefs ici, donc on sait que la poudreuse, la puff, la neige, mais c'est fondamentalement par les mots qu'on existe, qu'on organise son univers et que l'univers nous organise. Ces 3 éléments qui étaient dans la colonne de gauche, c'est des causes. À cause de quoi je vous propose ça? Puis les 3 éléments qui arrivent, là, ce sont des buts. Moi, je pense qu'on nous dit beaucoup d'être rigoureux et bienveillant.
Alors j'ai bien étudié ça en ayant fréquenté il n'y a pas longtemps les hôpitaux, que si vous êtes allé malheureusement dans ces endroits nécessaires mais pas toujours très gais, qu'il y a des chartes de bientraitance affichées au mur. C'est-à-dire que dans l'hôpital, on a bien compris que la bien-pensance et la bienveillance n'étaient pas suffisants. Penser qu'il faut faire le bien, dire qu'il faut faire le bien, mais il y a aussi l'idée de faire effectivement le bien. Et j'ai le sentiment qu'en parole, comme disait Richard Virenque, à l'insu de son plein gré, on peut faire le mal. J'ai l'impression que quand on parle à un stagiaire, alors qu'on veut son bien, on a parfois des paroles qui provoquent quelque chose qu'on peut appeler le syndrome de l'huître, et qui font que votre stagiaire, à partir du jour où vous avez dit ça, ne va plus vous parler ou ne va plus vous écouter. Et là, vous n'en êtes pas responsable. Vous en êtes coupable parce que vous l'avez commis, vous avez absolument obtenu quelque chose qui est le contraire de ce que vous vouliez dire. Deuxième point, on leur demande dans leur cours, c'est tout le travail d'Anne Barrère, d'avoir un cours dialogique, une pédagogie qui est le contraire de ce que je vous propose aujourd'hui, qui est de la discussion, des échanges avec les élèves. Donc cette discussion et ces échanges, j'ai le grand sentiment que si on leur propose pendant le tutorat, alors ils auront une grande facilité à le mettre en œuvre de façon dupliquée quand ils seront dans leur classe. Et puis on leur demande aussi d'être du côté de l'enseignement explicite. Vous vous souvenez des travaux d'Engelmann dans les années 60, et puis les Brisson et Damourette, là, les Canadiens, ont bien fait montrer récemment qu'on ne peut pas dire qu'un élève, ou pour nous un stagiaire, est mauvais tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'a pas compris ou qu'il a bien compris ce qu'on lui demandait de faire. Forcément, il va rater s'il n'a pas entendu, au sens compris, ce qu'on lui proposait de faire. Donc l'idée est d'essayer de penser à un tutorat explicite. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans un tutorat explicite quand vous parlez avec vos stagiaires? Alors je pense que vous avez tous, comme je l'ai à chaque fois que je fais cours, le désir d'être explicite. Mais dans ce que je viens de vous dire, le désir, ce n'est pas suffisant. Il y a des fois des choses-trappes, il y a des fois des croche-pieds du langage qui font qu'on ne dit pas ce qu'on voudrait dire. Et puis, dernier point, c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est que cette loi de l'imitation. Alors, ce Gabriel Tardre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été éclipsé par Bourdieu, c'est un sociologue du début du XXe, par Durkheim, du début du XXe siècle, et qui a parlé de la loi d'imitation sociale, c'est-à-dire ce que vous allez faire avec votre stagiaire, il va le faire avec ses élèves. Votre poids symbolique imaginaire est tel que même sans qu'il ne s'en rende compte, si vous parlez d'une certaine façon, si vous lui proposez la parole d'une certaine façon, alors il va s'emparer de ça et le faire dans ses classes. Et là, je vous engage à faire ça. Je vous engage finalement à essayer de voir si vous voyez du copier-coller dans ce qu'il propose aux élèves. Alors vous le voyez déjà dans les préparations, dans les trucs pédagogiques, mais essayez de le regarder sur la façon dont il s'adresse à eux. Dernier point, je suis très agacé depuis que cette compétence existe, maîtriser la langue française. Vous la connaissez, la compétence 7 ou la compétence P2 du référentiel. On a l'impression que c'est orthophonique, que c'est syntaxique, qu'il faut parler le bon niveau de langage, qu'il faut faire des liaisons, qu'il faut faire l'inversion verbe-sujet, ou on a l'impression qu'on est dans ce que les collègues canadiens encore appellent la compétence linguistique, c'est-à-dire parler un langage qui est audible par celui à qui on s'adresse. Ça, vous le savez, on ne parle pas des sixièmes comme à des terminales, on ne parle pas des élèves de lycée pro comme à des élèves d'autres filières. Il y a une adaptation langagière. Mais je pense que cette compétence, maîtriser la langue française, elle s'assoit aussi de façon forte sur la mesure des équivoques de la langue, la mesure de ce que parler veut vraiment dire. Donc ma conviction, c'est que dans le tutorat, ça fonctionne quand les choses se disent. Alors j'ai écrit « les choses se disent » et pas quand les choses sont dites. René Char a une belle formule. René Char dit « les mots qui surgissent de nous savent de nous des choses que nous ignorons d'eux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle à un stagiaire, quand un stagiaire nous parle, il y a des choses qui se disent qui ne sont pas forcément des choses préméditées par les deux interlocuteurs. Néanmoins, on en est responsable. De la même façon, j'ai envie de vous dire qu'une fois qu'on a posé ça, il faut instaurer avec les stagiaires un contrat de confiance. C'est un petit peu ce qu'on essaye de leur proposer dans les groupes d'analyse de pratique, c'est considérer que dans ces moments de parole avec vous, ils ne seront pas jugés, vous ne les jugerez pas. Et vous savez très bien que ça fonctionne comme ça, si vous ne les jugez pas, alors ils ne se jugeront pas eux-mêmes. Et de fait, dans la logique de Gabriel Tardre, ils ne jugeront pas leurs élèves. En fait, ça renvoie à quelque chose de fondamentalement important, c'est le droit à l'erreur. Le droit de dire faux, le droit de ne pas savoir dire, le droit de ne pas vouloir dire. Vous avez entendu parler peut-être des 10 droits du lecteur de Daniel Pénac. Eh bien, Pernoud a fait les 10 droits de l'élève. Et à un moment donné, il a dit,
dans un des droits de l'élève, l'élève devrait avoir le droit de ne pas répondre. Je pense que ça pourrait être la même chose pour un stagiaire. Vous posez une question, accordez-lui le droit de ne pas répondre. Si vous le forcez à répondre, alors cette idée de contrat de confiance, oui, il y a un petit jeu de mots, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un gilet rouge et puis d'avoir un sigle sur la poitrine, mais cette idée de contrat de confiance, elle est forcément très intéressante. Et contrat, l'origine latine, cum traere, tirer ensemble. Donc c'est quelque chose à coproduire, à co-construire. De la même façon, j'ai le sentiment que votre tutorat en parole va fonctionner quand il va prendre le risque de la parole. En fait, il s'agit, comme ce que je faisais quand je travaillais à Paris avec les enfants de maternelle en EPS, il s'agit, dans la parole entre vous et votre stagiaire, de lui permettre de prendre des risques en toute sécurité. Osez dire des conneries, osez dire qu'on ne sait pas, osez dire un truc hérétique pour vous. Si vous ne permettez pas ça dans votre relation, excusez-moi d'être un peu injonctif, alors je crains qu'il ne le fasse pas dans ses classes. Et bien finalement, tout ça, ça passe parce que j'ai appelé un contrat d'entretien. Après, je crois que j'ai fini avec les jeux de mots. Ce contrat d'entretien, c'est finalement mettre une sous-rubrique au fameux contrat didactique. Vous avez tous en tête ce contrat didactique que vous avez bien évidemment fait avec toutes vos classes. Brousseau nous explique que le contrat didactique, c'est les attendus du prof vis-à-vis de l'élève et de l'élève vis-à-vis du prof. Et ce qui est très intéressant dans le texte de Brousseau, c'est qu'il dit que ces attendus sont souvent implicites. On pense que, or non. On attend que, or ce n'est pas du tout l'attente de l'autre. Et donc dans l'idée de quelque chose, de contrat, de cum traere, de faire en sorte, il faut essayer de faire en sorte qu'on puisse passer de l'implicite à l'explicite. Alors là, je vous propose 3 étapes. D'abord, donner la parole au stagiaire. Les 2 premières lignes, c'est le contrat didactique. Moi, on l'a fait l'année dernière pour les DU dans l'amphi, on leur a fait remplir un petit papier. Qu'est-ce que vous attendez de nous cette année et qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de vous ? Juste sur ces discussions, vous êtes très surpris de voir qu'ils ont en tête autre chose que ce que vous avez en tête ou ce que vous pensez qu'ils ont en tête. Ça, c'est le contrat didactique. Et puis dans le contrat d'entretien, il peut y avoir quelque chose de plus précis. Vous pensez que nous allons parler de quoi ? Vous pensez que nous allons échanger comment ? Quelles règles de parole voulez-vous que nous posions ? Ça, c'est des questions à lui poser. Bien évidemment, vous avez vos idées. Mais comme c'est un contrat, il va y avoir de la négociation. L'étape 2, c'est proposer vos demandes. Alors vous avez vu, ce n'est pas anodin, j'ai mis attente pour le stagiaire et demande pour le tuteur. Qu'est-ce que vous attendez cette année ? J'ai le sentiment que les stagiaires sont un peu dans cette position d'attente et que les tuteurs sont plus dans une position de demande. C'est à discuter, c'est une conviction, mais je ne suis pas formellement sûr de ça. En tout cas, mon idée, c'est qu'en 2, c'est compte tenu de ma mission et des demandes de l'institution, voilà ce qui me semble important. De poser ça de façon formelle. Vous êtes dépositaire d'une mission pour laquelle vous êtes payé. Il y a des impondérables. Et puis finalement, compte tenu de ce que nous avons dit, voici ce que nous pourrions établir. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors c'est compliqué le qu'est-ce que vous en dites, parce que c'est injonctif malgré tout. Donc il va falloir que vous trouviez votre formule. Je relisais ça tout à l'heure et je pense que c'est un peu trop... qu'est-ce qu'on en dit quand on est au début de l'année ? Est-ce qu'on va dire qu'on n'est pas d'accord avec le tuteur dès le problème de la première rencontre ? C'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que ce contrat, il est à renégocier systématiquement au fil de l'année. Alors je vous vois prendre des notes, je vous en remercie beaucoup. Bien évidemment, je donnerai ce diaporama à Christophe Tourneux qui vous le transmettra. Et puis cette année, la présentation est filmée, donc vous aurez accès à ce que je dis en plus de ce qui est écrit sur le site de l'ESP. Voilà. En fait, mon idée, et c'est finalement la question d'aujourd'hui, c'est comment essayer de parler pour qu'un stagiaire écoute. Alors je l'ai mis là, puis après je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas fait l'écriture féminine inclusive. Donc voilà, j'ai mis un stagiaire en général. Je suis bien désolé, parce que c'est un peu loin de mes convictions. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, ou je vais essayer de donner des pistes, des propositions, des réflexions personnelles, et puis partagées par les collègues tuteurs avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Comment parler pour qu'un stagiaire écoute et comment écouter pour qu'un stagiaire parle. Les 2 sont indissociables. 3 temps, la présentation de maintenant, des ateliers. Tout à l'heure, vous allez aller dans des ateliers. Alors, ces ateliers sont justement animés par les 10 collègues qui ont suivi la formation de tuteur pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. Ils sont là pour animer, pas pour vous présenter des contenus, mais pour organiser votre parole autour de plusieurs thèmes. Ils doivent faire un petit compte-rendu, c'est-à-dire quelles sont vos difficultés, vos impasses, vos doutes ou vos angoisses si vous êtes nouveau tuteur dans cette relation de parole. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème ? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir comme problème ? Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez trouvé déjà pour faire face à ça ? Et puis, qu'est-ce que vous envisagez de faire compte tenu de ce que vous envisagez d'avoir comme problème ? Donc là, ils vont faire un récapitulatif de ça.
Et puis, quelle demande de formation vous avez? Parce que l'idée, c'est qu'on propose un stage au PAF l'année prochaine qui s'appellerait « Comment parler à son stagiaire, comment écouter son stagiaire ». Et l'idée, c'est qu'on organise un peu le contenu du stage autour de vos demandes. Et puis, peut-être, si je vous donne maintenant la suite de l'après-midi, c'est que ça va permettre peut-être de mettre en écho vos réflexions avec ce que je vais dire ou le contraire. Alors, voilà ce que je vais vous proposer là dans les 40 minutes qui viennent. Mon idée, c'est que cette compétence de stagiaire, cette compétence de tuteur, et de stagiaire aussi à parler, elle est organisée par des capacités, des attitudes et des connaissances. Donc je me suis permis de vous redonner quelques éléments sur ce que parler veut dire, des éléments théoriques. Et après, rapidement, quand dire et quoi dire, parce que ça, on pourra le développer beaucoup plus dans le stage l'année prochaine. Et puis je me suis j'ai beaucoup insisté sur le comment dire. Et puis comment se quitter, et puis un petit peu de conclusion. Alors ce que parler veut dire, le langage, si on en croit la linguistique. Le langage, c'est la capacité d'un organisme ou d'un être humain à proposer une information qui soit audible et compréhensible par un autre organisme. Pour l'être humain, appareil phonatoire met des sons qu'on appelle des mots, et ces sons sont entendus par l'appareil auditif d'un autre et on comprend ce que l'autre dit. Sauf que le langage, ce n'est pas l'apanage de l'être humain. Le langage des abeilles, le langage des fleurs, le langage des drapeaux de marine. Le langage, ce n'est pas du tout la langue. Et c'est pour ça que c'est agaçant, là encore, le socle commun qui nous dit que le pilier 1, c'est les langages pour communiquer, vous vous souvenez? Et langage des mathématiques, je suis d'accord. Langage informatique, je suis d'accord. Langage du corps, je suis d'accord. Langage des arts, je suis d'accord. Mais langue française et langue étrangère, c'est une hérésie de vocabulaire pour le législateur d'avoir écrit ça. Tous les collègues linguistes ont sauté au plafond quand ils ont lu ça. Parce qu'en fait, la langue, c'est la capacité, société par société, organisée dans le temps et dans l'espace, de formaliser le langage. La langue anglaise n'est pas la langue française. Ce sont deux façons de formaliser le langage. Et le français d'aujourd'hui n'est pas le français de Rabelais. Donc la langue, c'est la façon dont on organise autour de la syntaxe et autour du code, c'est-à-dire de la grammaire, de l'usage de la syntaxe, comment formaliser un langage. Là encore, plusieurs langues. Vous savez bien que la langue académique, la langue de l'université, ce n'est pas la langue familière, ce n'est pas la langue courante, que la langue de l'éducation nationale, ben, c'est absolument pas une langue maternelle. Moi, j'ai plutôt tendance... Alors, j'ai gardé cette idée que j'ai appris aussi avec vos collègues de CP, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire au tableau de choses fausses. Donc, à partir du moment où vous verrez quelque chose de rayé sur le diapositive, c'est que c'est faux, mais que je voulais vous l'écrire quand même. Donc, je pense que la langue de l'éducation nationale, c'est pas une langue maternelle. Je pense que c'est une langue paternelle. La langue de l'éducation nationale, c'est une langue qui ordonne, qui dit ce qu'il faut faire, qui montre l'exemple, qui interdit. Si vous en faites une langue maternelle, c'est votre construction. Mais la langue des programmes, ce n'est pas maternelle. La langue professionnelle, c'est ce que j'appelle le parler professeur. Voilà une langue académique, les sciences de l'éducation. Voilà l'éducation nationale qui donne des problèmes. Qu'en faites-vous dans vos classes? J'appelle ça le parler professeur. C'est la façon que vous avez trouvée d'organiser ce que vous avez à dire. Puis il y a une langue de classe, une langue d'âge. Une jeune fille du Haut-Doubs ne parle pas comme un vieux monsieur du 5e arrondissement de Paris. Et donc, si vous êtes plutôt jeune fille du Haut-Doubs, plutôt vieux monsieur de l'arrondissement de Paris, ben forcément, ça va être compliqué de s'entendre parce que vous parlez des langues qui peuvent être aussi différentes que Rabelais et nous. Tous nos stagiaires ici le voient. Moi, je me souviens d'une stagiaire qui est arrivée à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, non, Val-de-Marne, pardon. Non, Noisy-le-Grand, c'est le long de 93 encore. Qui me disait, monsieur, alors elle était, excusez-moi, je caricature, elle avait des gamins qui parlaient quand même un peu avec l'accent de là-bas, quoi. Et elle a dit, monsieur, il trouve que j'ai un accent. Ah oui, elle avait un accent à couper au couteau. Donc elle s'est aperçue que sa langue était différente parce que les autres, qu'elle trouvait parlant une langue différente, lui renvoyaient qu'elle avait une langue qui était différente de la sienne. Et puis la langue est genrée. Et quand on est une tuteur femme, on ne parle pas de la même chose qu'un tuteur homme, de la même façon. Et le croisement tuteur homme, stagiaire femme, tuteur femme, stagiaire homme, fait qu'on a des langues qui ne sont pas les mêmes. Je vous engage à lire les travaux de Luce Irigaray, qui est une psychanalyste qui a montré que la langue est genrée, que les mots sont genrés. Alors elle va loin, puisqu'elle critique beaucoup la psychanalyse, alors qu'elle est psychanalyste en disant que le sujet de la psychanalyse, il n'y a pas la sujette, que le bébé, il n'y a pas la bébête, et que sinon, ce n'est pas la même chose. Et voilà, donc je vous engage à lire cet auteur. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose. La langue qui permet de poser sa parole. Le langage, la capacité d'un organisme à communiquer. La langue, la façon dont c'est organisé dans une institution. Et la parole, ce qu'on fait chacun d'entre nous pour exprimer notre pensée. C'est-à-dire le choix qu'on fait dans les mots, le choix qu'on fait dans les niveaux de langue, le choix qu'on fait dans la syntaxe et la grammaire pour exprimer sa pensée. Donc la parole, c'est éminemment singulier.
Et il y a plusieurs paroles. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent, c'est surtout les gens du premier degré qui connaissent le langage de communication, de situation et d'évocation. Est-ce que vous connaissez ça dans le second degré ou pas? C'est quelque chose qui organise vraiment l'école maternelle. Le langage de communication, c'est ce qui permet de parler, c'est-à-dire l'ordre, l'injonction. Viens, assieds-toi, recommence, tout ça c'est de la communication. S'il te plaît, écoutez-moi. Le langage en situation, c'est ce qui permet de parler de quelque chose à quelqu'un qui est là. Je trouve que celle-ci est plus orientée vers moi que celle-là. Tout le monde voit, je décris les enceintes, mais quelqu'un qui n'est pas dans la pièce ne sait absolument pas de quoi il parle. Et le langage d'évocation, c'est le langage du récit. Alors c'est quelque chose de très intéressant, ça. Enfin, la parole de communication, d'évocation, c'est le langage du récit. C'est très important parce que, on voit bien en maternelle, vous avez déjà essayé de faire raconter un film à un enfant de 3 ans. J'ai essayé il n'y a pas très longtemps avec un 5 ans. Elle m'avait raconté Maïena, c'est comment elle s'appelait, Maïvena, la petite de Disney hawaïenne, polynésienne. J'ai oublié son nom. Voilà, vous avez mieux dit que moi. J'ai été absolument incapable de comprendre ce dont il s'agissait. Je suis allé m'acheter les DVD pour voir ce film. Et j'ai le sentiment que quand vous êtes dans la position d'expliquer ce que vous avez vu dans une leçon, vous êtes dans le langage d'évocation, et que parfois le langage d'évocation, vous faites le récit de ce qui a été vu dans une leçon, et pas forcément aussi clair que ça pour celui qui l'a vécu et qui, lui, est dans le langage de situation. De la même façon, une parole peut être performative ou non performative. Alors, c'est Austin et Pearl, les linguistes américains, qui nous expliquent qu'une parole peut avoir des effets alors qu'elle n'indique pas ses effets. Si, par exemple, je vous dis « je suis allé manger au restaurant et c'était vraiment très mauvais », ça, c'est le côté locutoire de mon propos. Le côté illocutoire de mon propos, c'est que vous vous dites « tiens, il ne faut pas que j'aille manger dans ce restaurant ». Et le côté perlocutoire, c'est que vous n'allez pas manger et vous allez manger ailleurs. Cette forme de fiche de préparation n'est pas satisfaisante. On s'attend donc que le stagiaire se dise « il faut que j'en prenne une autre forme » et que la fois suivante, vous voyez une autre forme de fiche de préparation. Sauf que ce lien entre illocutoire et perlocutoire n'est absolument pas évident et n'est absolument pas certain. J'ai vu il y a 2 ans un stagiaire qui est devenu foudrage parce qu'il demandait à 2 élèves « ça ne vous dérange pas de parler quand je parle ?» Il attendait donc qu'il se taise et qu'il l'écoute. Et le gamin lui a répondu de façon absolument naïve et sincère « non ». Donc forcément, il était très en colère, mais il avait parié sur la parole performative. Et souvent, quand on fait une visite, on est tellement soi-même juge et bourreau, on a tellement déjà trouvé ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche mieux, qu'on est absolument sûr que le perlocutoire va fonctionner, alors que le stagiaire n'est absolument pas dans le stress qui est celui de faire son cours, on est observé par vous, du côté d'une parole performative. Et puis, dernier point, dans plusieurs paroles, il y a ce qu'on appelle une parole phatique, le blablabla, la logorée, où on parle, et puis une parole authentique et vraie. En fait, j'ai souvent tendance à dire que quand on est tuteur, on a intérêt à parler de soi. Alors, il ne s'agit pas de parler de ce qu'il y a dans ses cours, il ne s'agit pas de parler de ses vacances, il s'agit de parler depuis ce qui est important pour soi. Depuis soi. Vous vous souvenez, Nelson Montfort, en direct de Nagano, on parle depuis un endroit. Parlez depuis ce qui vous est cher. À partir du moment où vous parlez depuis ce qui vous importe, depuis ce qui vous est cher, alors vous allez quitter l'énoncé, qui peut être dite par n'importe qui, et vous allez rentrer dans l'énonciation, qui est la position désirante que vous allez prendre dans la parole. 4e point de linguistique importante, eh bien, la notion de discours. Le discours, c'est la position d'un être humain dans la langue. C'est-à-dire, la parole peut s'organiser d'une certaine façon. Le discours, c'est le style linguistique, la signature linguistique. Et en fait, là aussi, il y a plusieurs discours. Alors, Patrick Anderson, que certains connaissent ici, puisqu'il a un linguiste prof émérite maintenant qui a mené un séminaire longtemps, a identifié 3 types de discours, le logos, le mythos et le métis. Le logos, c'est le discours du savoir. Le discours du savoir, c'est quelque chose qui est finalement absolument éthéré, qui n'a pas de genre, qui n'a pas de valeur affective. Le mythos, c'est votre avis sur le savoir. Et le métis, c'est la déesse de la ruse, celle qui a permis à Ulysse de sortir de l'île des Cyclopes. C'est la façon de convaincre celui à qui vous parlez de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Je donne un exemple en natation. Le logos, ça serait d'expliquer comment bouger les bras pour avoir une efficacité en natation, de décrire le mouvement technique de la natation. Le mythos, ça serait d'expliquer par des métaphores qu'il faut pousser sur l'eau, rebondir comme un bouchon, qu'il faut avoir le sentiment qu'on écrase l'eau, tout ce qui va vous donner de la couleur à ce que vous avez proposé de façon théorique. Et le métis, ça serait finalement avoir de la ruse pour faire rentrer dans la piscine un gamin qui a peur de l'eau.
on voit bien que dans la discussion avec un stagiaire, il y a ces 3 niveaux-là. De la même façon, il y a plusieurs discours, parce que ça, c'est Marguerite Alté qui nous propose ça. Un prof peut, dans la même langue, le français, dans la même parole, être soit impositif, incitatif, transmissif ou permissif. Je n'ai pas besoin de vous décrire ces mots, vous comprenez absolument ce qu'ils veulent dire. Et puis, je ne sais pas trop ma tasse de thé, mais j'aime quand même bien ce que nous propose la PNL. Et on nous dit qu'un parent, mais moi je pense qu'un tuteur ou un prof peut être aussi normatif, critique ou nourricier. On peut dire exactement la même chose en disant « voilà ce que vous devez faire, ce que vous avez fait était bien ou pas bien, voilà ce que vous devez faire pour changer les choses. » Normatif, critique, nourricier. La parole est différente, mais la forme de la parole, donc le discours, est différent. Et puis, dernier point, il y a quelque chose dont je me sers beaucoup, c'est la théorie des 4 discours qui a été proposée par Jacques Lacan. Jacques Lacan nous explique finalement qu'il y a 4 discours qui sont le discours du maître, qui est celui qui est dans l'injonction, dans l'ordre, tu dois, il faut, continue. Et puis le discours de l'université, qui est celui de la référence, j'appelle ça le discours Fabrice Lucchini, vous savez que Lucchini met une citation par phrase, il est dans le discours de l'université, ce n'est plus lui qui parle, ce sont les auteurs qu'il convoque qui parlent. Le discours de l'hystérique, c'est celui qui permet de laisser passer de l'affect. Et alors le discours de l'hystérique, c'est pas simplement tu me casses les pieds, j'en peux plus. Hein. Le discours de l'hystérique, ça peut être très... Moi, je me souviens de Françoise Hautefeuille, une collègue de mon lycée, prof de maths, qui est venue un jour en salle des profs en nous disant « Écoutez, vraiment, je l'ai dit à Abdel, j'ai dit « Abdel, votre démonstration, prof de mathématiques, terminale S, m'a mis les larmes aux yeux. » Ça, c'est le discours de l'hystérique. C'est pas du rationnel. C'est pas un compliment qu'on peut donner. Néanmoins, c'est une façon de se positionner dans le discours. Et puis le discours de l'analyse qui est du côté de la question. Alors, si on exemplifie ça du côté de ce qui nous concerne, le discours du maître, ça serait « Rendez-moi des préparations dignes de ce nom ». Le discours de l'hystérique, j'en peux plus de vos feuilles déchirées, du petit brouillon, ça me casse les pieds, vraiment. Le discours de l'université, ça serait Piaget nous a montré finalement qu'on a un grand intérêt à faire passer sa pensée par l'écrit de façon à la clarifier et être plus efficace dans ses actes. Et le discours de l'analyse, ça serait qu'est-ce que vous pensez que je vais penser de ce que vous me remettez là ? Et oui, si vous me remettez ça, c'est parce que vous attendez un retour. Donc vous espérez quel retour ? Vous attendez que je vous dise quoi ? Donc on peut traiter n'importe quel élément avec une parole et une langue identiques, mais positionné dans un discours différent. Alors ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ça, dans vos classes, réfléchissez très vite, vous passez par ces 4 discours. Et vous savez très bien, en fonction des gamins et des publics, qu'il y en a qui sont plus efficaces que l'autre. Et donc dans le contrat d'entretien, vous allez très vite comprendre lequel des discours est absolument... auquel des discours votre stagiaire est absolument hermétique ou auquel des discours il est absolument fan. Et puis dernier point, la langue. La langue, c'est une invention de Lacan qui consiste à dire que quand on parle, eh bien, on ne choisit pas tous les mots qu'on dit. Hein, la langue, c'est ce qui, dans la parole, est quelque chose qui est lié à l'équivoque. Alors, les lapsus, inflation, fellation, vous vous souvenez, les néologismes fonctionnent très bien. Et à partir de là, quand on est attentif à ça, on a une autre discussion. Je parlais dans un groupe, justement, de discussion ici, de la méthode. Je leur disais aux stagiaires, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une méthode pédagogique ? Et il y a un d'entre eux qui m'a dit, oui, enfin non, enfin moi, ce qu'il me faudrait, c'est là une méthode qui permettrait de... Et moi, j'ai gardé ce néologisme, là une méthode. Il voudrait la méthode générique qui soit adaptée à ce qu'il est. Et quand on récupère des petits éléments comme ça, alors on est du côté d'une discussion qui a un intérêt pour celui qui parle. De la même façon, le signifié et le signifiant, vous savez un peu ce qu'il en est, bien dans ce que vous dites aux stagiaires, il y a des mots qui sont connotés, Freud parlait d'un quantum d'affect, et qui font qu'ils sont entendus ou pas. Hein, si je vous dis éléphant, qui parmi vous est déjà monté sur un éléphant ? Donc vous partagez tous le signifié éléphant, vous avez tous une image qui s'est allumée, l'éléphant. Si quelqu'un est monté sur un éléphant, quelqu'un a nourri un éléphanteau, quelqu'un s'est fait charger par un éléphant, alors le signifiant, c'est-à-dire le poids affectif posé par l'éléphant, va être radicalement différent. J'ai vu l'année dernière dans une classe un jeune collègue prof de PS qui a dit aux élèves assis. Oui, en EPS, on fait asseoir les gamins. Et pour la classe, ça a été très bien. 2 gamins, vas-y, on n'est pas un chien. Et l'élément est parti en cacahuète parce que c'était insupportable du côté du signifiant. Dénotatif et connotatif, c'est des éléments importants aussi à écouter. Si je vous dis les carottes sont cuites, dans notre chambre de stagiaires, on voit bien que la titularisation est mal engagée. Par contre, si on est cet été, vous êtes à table, et puis votre famille est en train de boire l'apéro, les carottes sont cuites, ça veut dire passer à table. À Top Chef, les carottes sont cuites, ça veut dire enlève ta casserole du plat. Donc quand vous parlez à quelqu'un d'autre, la langue, il y a un niveau de parole qui fait qu'on écoute ce que vous dites en fonction du contexte dans lequel on est et en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Alors, tout ça, ça me permet de dire qu'il y a un grand écart entre ce qu'un sujet pense,
ce qu'il veut dire, ce qu'il va dire, ce qu'il dit sans penser, ce qui est dit, ce qu'il pense avoir dit, ce qu'il entendait, et puis ce qu'on répond. Parce que ce qu'on répond fonctionne de la même façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la parole de Montaigne est riche, et la parole est la moitié à celui qui parle et à celui qui entend. Alors, quelques pistes pour dire. Alors, quand dire ? Je vais très vite. Je parle d'une discussion dans tout ce que je vais vous dire. Oui, je vais très vite en soi. Vous allez voir, j'ai pris après plein d'exemples sur vous parlez trop vite ou vos consignes sont trop longues. Parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un petit peu d'auto-analyse dans votre présentation. Je parle de la visite. Quand est-ce qu'on parle ? Autour de la visite, dans l'entretien post-visite. Mais vous savez très bien que vous parlez avec vos stagiaires avant. Et paradoxalement, j'ai mis pendant. Alors on le sait depuis les années 70, un IFAMOS a bien montré de façon très forte qu'il était inutile de donner des consignes à un gamin qui était en train d'apprendre un virage en ski au moment où il faisait un virage en ski. Ça ne sert à rien de lui expliquer comment faire un virage en ski au moment où il tourne. Sauf qu'on s'est aperçu, et ça je le constate de plus en plus, autour des études sur ce qu'on a appelé le playground movement. C'est-à-dire l'analyse de ce qui se passe sur les terrains de jeu où les gamins jouent devant leurs parents. Vous avez tous vécu ça. Je vois des âges où vous avez déjà eu des enfants petits. Vous vous souvenez des mamans, tu m'as vu, papa, regarde-moi pendant qu'ils sont en train de jouer. Et ça, c'est fondamentalement important pour la réorganisation narcissique et l'identification de celui qui joue. Ce qui veut dire que vous avez peut-être certains stagiaires qui vont être très sensibles au fait que vous lui donniez un petit complément ou un feedback pendant le cours que vous êtes en train d'observer. Là encore, évidemment, ce sera de la singularisation. Parce qu'il y en a pour beaucoup qui ne pourront pas vous écouter ou qui seront tellement perturbés que ça va finir de rater leur cours alors qu'il était en train déjà de commencer de façon un peu problématique. Néanmoins, pensez à cette idée de parler pendant le cours. Alors, quand dire ? Eh bien d'abord, attention aux dissonances attentionnelles. Quand dire, c'est Jacques Leguet, gymnastique, il a découpé tous les éléments de la gymnastique en bulles comme ça. Donc là, c'est quelqu'un qui fait du saut de cheval et vous voyez, il y a différentes étapes. Il prend son élan, il bondit sur le tremplin. Et moi, je pense que sur ce saut de cheval, ce gymnase pourrait avancer plus ses mains. C'est donc le contact cheval. Et donc, je lui dirais, essaye de poser tes mains plus loin. Et ce que montre Jacques Leguet, c'est que si, pour poser les mains plus loin, il faudrait transformer la course, l'impulsion, le premier renvort et le contact. Mais ce qu'il a montré en gymnastique dans les années 80, donc c'était un précurseur, c'est que si la grande angoisse de gymnaste, c'est la réception, alors tout ce qui concerne avant est absolument impossible à entendre pour lui. Et donc, si vous êtes en train de parler de fiches de préparation, si vous êtes en train de parler d'évaluation, et que lui sait que la visite, c'est la semaine prochaine, alors de fait, tout ce que vous allez dire, c'est le principe de la goutte d'eau et de la plume du canard, ou du violon et de l'urine. Ça ne sert à rien. Donc, il y a un grand intérêt à savoir qu'est-ce qui est important pour lui au moment où je lui parle. Et de la même façon, il y a des dissonances affectives. Moi, j'ai entendu ça dans une visite. C'est vrai que vous avez laissé 2 élèves sans réponse. Bon, néanmoins, on va passer à votre préparation. Comment voulez-vous, après ce scud, vous avez laissé 2 élèves sans réponse, on puisse repenser vraiment sincèrement la préparation ? Donc, il y a un grand intérêt à dire les choses au moment où elles peuvent être entendues. Mais là encore, c'est que du tâtonnement. Là encore, c'est que de la sensation que vous aurez par rapport à la connaissance de la personne que vous avez en face de vous. Alors, quoi dire ? D'abord, dire des savoirs d'enseignant et d'enseignement. Vous voyez la différence entre les deux ? Les savoirs d'enseignement, c'est ce qui se passe dans la classe. Et tous les stagiaires le disent et vous en sont très reconnaissants. Ils aiment aussi que vous leur parliez des savoirs d'enseignant, c'est-à-dire les clés du gymnase, le code de la photocopie, comment se comporter avec le chef d'établissement, tout ce qui concerne l'ordre de la classe. Je pense qu'il faut que vous ayez ça en tête. Parler de ça, c'est très important pour eux. Et puis, je suis en train de terminer un livre qui va s'appeler La parole en EPS, et je suis allé faire des entretiens avec des élèves. En fait, de quoi vous parlez en cours ? Et les gamins de Diderot m'ont dit, on parle pour apprendre et pour exister avec le prof. Et donc, je pense que c'est important pour vous d'écouter ça. Je pense que c'est la même chose avec un stagiaire. Il parle pour apprendre, mais il parle aussi pour exister, parler de nous-mêmes. Il y a quelque chose d'une revendication, donc un intérêt pour vous à laisser un espace libre pour une parole où ils vont raconter un peu ce qu'ils sont, et pas seulement ce qu'ils font. Quoi dire ? Pas tout. Je m'efforce de ça, moi, je parle beaucoup, les gens qui me connaissent le savent, j'essaye de prendre, admettons, 10 éléments pendant la visite qui me paraissent intéressants, et je me dis, je vais en dire 5. Pas tout ce que vous avez observé, c'est pas possible. Dire tout ce qu'on a observé, c'est quelque chose du côté du narcissisme qui consiste à s'écouter savant. Votre objectif, c'est de faire en sorte que les 5 points que vous allez identifier, ce soient les points qui soient importants pour lui. Donc, intérêt avant, moi je fais ça maintenant de façon régulière. Bonjour, de quoi voulez-vous que nous parlions après ? Que voulez-vous que j'observe en priorité ? Ça ne m'empêche pas, moi, d'observer autre chose. Et puis, si je vois des choses qui sont beaucoup plus importantes, à mon avis, que ce qu'il m'a proposé, dans la deuxième partie de l'entretien, on vient sur ce que j'ai trouvé important.
Mais ça me paraît un point important. En fait, il ne faut absolument pas que vous rentriez aussi, me semble-t-il, dans une logique apophatique. Alors l'apophasie, c'est la théorie qui consiste à définir Dieu en disant ce qu'il n'est pas. Dieu étant tellement parfait, tellement incompréhensible, que depuis Spinoza, depuis les théologiens qui ont écrit beaucoup sur le thème, on s'accorde à dire qu'on ne peut décrire Dieu qu'en disant ce qu'il n'est pas. Bien évidemment, votre travail par rapport à un tuteur, c'est le contraire de l'apophasie. C'est de dire ce que vous avez vu, de dire ce qu'il a été. Et pas de dire « vous n'avez pas bien fait vos préparations », mais de dire « vos préparations sont incomplètes ». Votre préparation est différente de ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas la même chose. Partir de faits et parler de faits permet à celui à qui on parle de comprendre de quoi on parle. Et pas de vous juger moins bienveillant que vous l'aviez annoncé parce que vous parlez de ce qu'il aurait dû faire et pas de ce qu'il a fait. De la même façon, je pense qu'il y a un élément intéressant qui consiste à alterner raconter et exposer. Raconter, c'est ce que vous avez vu, et exposer, c'est de la théorie. Et ça, j'ai vu par exemple des élèves qui se balançaient sur la chaise, ça c'est du raconter. Est-ce que vous savez, par rapport à ça, que Serge Bisson, qui est un Canadien, on l'a vu quand on est allé il y a 2 ans au Canada, il y a ce qu'ils appellent des salles, on va essayer d'en faire une ici, des salles de gigotage. Aucun siège n'est stable. Ça tourne, ça roule, c'est des rollabolas, il y a des coussins. Aucun siège, il y a des rocking chairs, aucun siège n'est stable parce qu'on sait qu'un ado, il a un peu de mal à rester immobile. Donc là, il y a du raconter, voilà ce que j'ai vu, et il y a du exposer, voilà ce que je sais sur le thème. Il y a aussi quelque chose du côté intéressant, c'est souvent on a tendance à dire, voilà, j'ai vu ça, et puis ça serait bien que vous puissiez faire ça, ça et ça, sauf qu'on oublie cette fameuse zone de développement proximal. On propose souvent, dans ce qu'on demande de changer et d'améliorer, des choses qui ne sont pas tenables. Là, si je vous dis on va tous dans le gymnase, et on saute 2 mètres en hauteur, personne ne vient avec moi. Si je dis on va tous dans le gymnase et on saute 10 cm de plus que la hauteur de votre entrejambe, tout le monde se dit tiens, s'il y a un truc à gagner, je vais tenter le coup. La zone de développement proximal, c'est qu'est-ce que vous pourrez dire à votre stagiaire qui pourra entendre. Pas tout, mais combien. Ça, vous le construirez avec lui. De la même façon, il y a un intérêt, je pense, à parler de vous. À parler de vous du côté du jugement, c'est-à-dire de dire il me semble que, je trouve que, j'ai l'impression que, c'est un jugement de valeur, mais de critérier ça ensuite, de ramener ça du pédagogique à du didactique, mais de montrer que vous êtes un acte d'affect. Pas de lui, mais ce qu'il a fait, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, le grand élément, c'est parler de ce qui va. Moi, je suis fan absolu de Britt-Marie Barthes. Si vous n'avez pas en tête cet auteur, Le savoir en construction, 1993, elle dit qu'on a un grand intérêt à faire avec les gamins, et donc nous avec les stagiaires, le bilan de ce qui s'est bien passé. Le bilan de ce qui s'est bien passé, c'est par exemple de dire vous êtes rentrés, aujourd'hui vous avez bien accueilli les élèves en classe. Et d'essayer ensuite de dire pourquoi ça s'est bien passé, pour faire sortir les stagiaires de l'idée de don ou de coup de chance dans une réussite pédagogique. Ça, c'est fondamentalement important. D'autant plus qu'une fois qu'on aura identifié à cause de quoi l'accueil des élèves s'est bien passé, vous n'aviez pas les bras croisés, vous souriez, vous n'étiez pas derrière votre bureau, et vous avez dit bonjour à n'importe qui, et qu'on rapporte ça à un placement dans la classe, à une mobilisation du corps du prof et à une singularisation, alors on prend ces 3 éléments et on les utilise sur quelque chose qui a mal marché. Donc, faire le bilan de ce qui s'est bien passé, alors des fois c'est dur, hein, vous le savez comme moi, mais faire le bilan de ce qui est bien passé, c'est fondamentalement important. Alors comment dire ? D'abord en respectant, tout ça c'était quoi dire et quand dire, hein. Comment dire ? En respectant les lois du discours. Oswald Ducrot, Paul Grice avant lui, Oswald Ducrot a dit qu'il y avait 4 lois, l'informativité, la sincérité, l'exhaustivité et l'intérêt. L'informativité, ça serait finalement de donner quelque chose de nouveau. Vos consignes sont trop longues. La sincérité, ça serait de donner quelque chose de prévu. Vous désorbitez les élèves, regardez mon chronomètre, votre consigne de 12 minutes, ça ne marche pas. J'exagère à peine. L'intérêt, c'est, vous m'avez dit que vous vouliez absolument avoir l'attention des élèves, donc il va falloir faire quelque chose. Et l'exhaustivité, c'est de dire, par exemple, nous parlerons de la forme et du contenu des consignes après. Pour l'instant, nous parlons de la durée de la consigne. Si vous pensez à ces 4 lois-là du discours, alors vous avez une chance de faire en sorte que celui à qui vous parliez vous écoute. Comment dire ? Alors je vais, compte tenu du temps qui me reste, je vais essayer d'aller très vite sur ça. Je vais vous enlever les évités. J'avais mis tout un tas d'évités, mais vous aurez ça. Je vous dis juste celle-là. J'avais dit éviter. Éviter, ça veut dire s'efforcer de ne pas le faire. Hein ? Éviter les formules paradoxales, par exemple, c'est pas mal.
J'ai appris ça avec vos collègues de maternelle. Un petit enfant de 3 ans voit la maîtresse avec un grand sourire, elle lui dit « c'est pas mal ». Grand sourire, négation, négation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, éviter, ça veut dire s'efforcer de ne pas le faire, et si on le fait, faire une erreur. Ceux qui me connaissent savent que je suis le spécialiste du « c'est pas mal ». C'est pour ça que j'ai pris ça. Et comment je fais du rétropédalage? Au fur et à mesure des fois où j'utilise ça, je me rends compte que c'est pas mal, c'est quelque chose qui est dépréciatif, adressé à celui à qui on l'envoie. Et je dis souvent c'est pas mal quand quelqu'un a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé, que je trouve bien. Donc c'est une façon de réasseoir ma position d'autorité magistrale en disant c'est pas mal pour minorer la qualité qui m'a un peu vexé de celui qui m'a proposé un truc intéressant. Donc je dis ça. Et là, ça s'appelle faire du métalinguistique. Ça s'appelle parler de ce qu'on a dit. Je pense que quand vous allez vous entendre dire quelque chose qui n'est pas terrible, vous avez un grand intérêt à faire du métalinguistique. Ou quand vous écoutez un stagiaire vous dire quelque chose que vous trouvez inintéressant ou problématique dans la langue, faites un petit moment de métalinguistique. Alors je sais bien qu'on n'a qu'1 heure de bilan, mais je vous engage vraiment à essayer de faire ces moments-là. Alors je vais très vite quand même. Évitez les négations adjonctives. Hein. Il ne faut pas parler vite, tout le monde entend parler vite et on parle vite. Évitez les questions confirmatoires. Est-ce que tu ne penses pas que cette façon de présenter est confuse? Si. Et alors là, le dialogue, excusez-moi, mais 1, la réponse est dans la question, comme dirait Charline Van Hoenecker, et 2, finalement, il n'y a rien à dire d'autre que oui, je suis d'accord avec vous. Évitez les consignes étiologiques, ça met les gens sur la défensive. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Ils ne savent pas pourquoi ils ont choisi. Ils savent en général dans quel but ils ont choisi ça. Évitez de rester dans un seul discours, je vous l'ai dit tout à l'heure. Faire redire, diminuer le malentendu. Est-ce que tu peux redire pas ce que je viens de te dire, mais ce que tu viens d'entendre? On est bien d'accord, hein? Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la même chose. Est-ce que tu peux me redire ce que tu viens d'entendre? Ou est-ce que je viens d'entendre ça? Est-ce que ça signifie ça? Ça, c'est un point important pour être sûr de parler de la même chose. Et puis, dernier point, attention aux humiliations ternaires. J'en ai vu quelques-unes. Freud l'a montré dans un petit livre, je vous engage à lire ça pendant les vacances de Toussaint, qui s'appelle « Le mot d'esprit et la relation à l'inconscient », où il explique bien que les blagues, finalement, ne sont pas aussi innocentes que ça. Et quand on fait une blague, on règle ses comptes. Il y a quelque chose de très désirant dans une blague. En fait, il montre en particulier que quand il y a une blague salace d'un homme vis-à-vis d'une femme, il y a souvent un troisième protagoniste qui est un homme, qui est le spectateur, l'auditoire de celui qui fait la blague salace. Et je me suis aperçu que dans les visites à 3, il y avait souvent des éléments où le stagiaire était le bouc émissaire, où il y avait un peu de jeu locutoire entre les visiteurs, SP et PFA ou PMF, et le tuteur. Donc attention à ça. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Évitez-le. Si vous l'entendez, signalez-le. Excusez-vous, la fois suivante, par mail après, signalez-le. Comment répondre à des questions? Alors, comment vous faites, vous, pour répondre à des questions? Le premier, on se retourne, tout le monde se retourne, et vous demandez au voisin qui est derrière. Vous vous retournez, troisièmement, vous retournez, cinquièmement, demandez au voisin qui est derrière. Si tout le monde se retourne en même temps, ça ne rime à rien. Donc les rangs impairs se retournent. Retournez-vous, Bénédicte, demandez derrière, discutez. Vous avez 2 minutes de discussion. Comment vous faites pour répondre aux questions du stagiaire? Je vous écoute, discutez entre vous. Vous avez le droit de bavarder. Hein. C'est une autorisation au bavardage. Alors, merci. Merci. Le principe, on sait qu'on a choisi le métier d'enseignant parce qu'on a une véritable jouissance orale. La pulsion orale, c'est la satisfaction qui a trait avec la bouche, soit dans la gastronomie, soit dans le discours. Et quand on est prof, on aime parler. Quand on laisse la parole à des profs, moi j'ai déjà fait ça dans un stage à Paris. Hein. Je dis voilà, vous êtes par 5, construisez des situations pédagogiques. 54 minutes plus tard, la situation pédagogique n'était toujours pas construite, parce que les gens discutaient entre eux de la situation pédagogique. Qui a une réponse à me donner? Comment vous faites pour? Une réponse. Alors, vous savez pourquoi, quand on pose une question à un auditoire ou quand on pose une question à un stagiaire, il ne répond pas? Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais c'est pas bien. Moi, j'ai trouvé 3 éléments. D'abord, parce qu'en France, on n'est pas charitable. Quand quelqu'un dit une chose fausse, on se moque de lui.
Deuxièmement, parce qu'en France, on n'est pas dans une logique scientifique. Je suis allé, il y a quelque temps, voir une conférence où le gars nous expliquait, il essayait de comprendre pourquoi c'est toujours les Éthiopiens qui gagnaient les courses de demi-fond. 65 000 € de budget, le monsieur. Moi, j'ai 500 € par an de budget recherche. Donc, ces 65 000 €, il est allé en Éthiopie, puis il a dit c'est peut-être des mitochondries qui resynthétisent l'oxygène. Il a fait des tests, c'est pas ça. C'est peut-être des chromosomes liés aux tribus, et ceux qui gagnent, ils ne sont pas tous de la même tribu, donc c'est pas ça. C'est peut-être parce que l'os du fémur est plus long et plus court chez ces gens-là, et donc le poids de leurs jambes, à jambe équivalente, est plus léger, donc c'est pas ça. Tout le monde applaudit. 3 réponses fausses, tout le monde applaudit. Ça, c'est une logique scientifique. Je l'ai vécu chez un de vos collègues en maternelle. De quelle couleur est Tigrou? Tigrou est bleu. Toute la classe se moque. Ah, Tigrou n'est pas bleu. La maîtresse dit non, Anton a fait une très bonne réponse. Grâce à Anton, on sait que Tigrou n'est pas bleu. Donc vous imaginez les petites 3 ans, Tigrou est devenu vert, noir, toutes les couleurs. Puisque la bonne réponse était fausse. Faites rentrer vos stagiaires dans une logique scientifique. Permettez-le de poser des réponses fausses qui feront avancer la science, c'est-à-dire la capacité à savoir ce qu'il faut faire dans cette classe-là, dans cette situation-là. Alors pourquoi je vous ai demandé de vous retourner? C'est ma grande théorie nouvelle, suite à mon stage pour regagner des points, j'appelle ça les panneaux d'autoroute. L'attention, on le sait, c'est court. À partir du moment où vous commencez à bavarder, ou que dans une classe ça bavarde, il faut faire quelque chose qui change le registre. C'est le principe des panneaux d'autoroute. Je n'ai pas trouvé celle que j'aime bien, qui est les salines royales d'Arc-et-Senans. Moi, quand j'arrivais, j'attendais à voir les salines royales. Donc mon cerveau change de registre, sauf qu'elles sont à 20 km de l'autoroute. Donc j'imagine que là, on ne va pas voir de poulet de Bresse, mais c'est un élément qui fait changer le cerveau de registre. Donc vous écoutez, vous êtes mis à parler. Normalement, vous êtes un peu reboosté pour écouter la fin de la présentation. Alors, comment répondre à ces questions? Eh bien, déjà, la grande difficulté, ceux qui étaient là il y a 2 ans, savent que parfois, ils veulent que vous répondiez à des questions qu'ils n'ont pas posées. Ça, c'est entendu dans un cap. Il ne répond pas à ce que je veux. Alors moi, je prends ça au bon, je dis, votre vœu, vous l'avez exprimé? Non, enfin, il doit quand même savoir ce que je veux, sans que j'ai à lui dire. On vous accorde ce savoir-là. Donc, comment répondre? La technique du canard. Alors, je vois Elisabeth là-haut qui a beaucoup apprécié la technique du canard la dernière fois. Il s'agit de rester digne en surface et de pédaler en dessous. La technique du canard, c'est quand on vous pose une question qui vous paraît surprenante, de vous demander tout ça. Qu'est-ce qu'il est en train de demander? À cause de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il pense que je vais avoir la réponse à ça? Qu'est-ce qu'il espère dans ma réponse? Tout ça, c'est des éléments. Alors, bien évidemment, c'est compliqué de penser à tout ça. Donc, on se donne du temps. En fait, une demande et redire sa question. Déjà parce que peut-être que vous n'avez pas entendu ce qu'il voulait ou qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait. Si vous reformulez ce qu'il a dit, 1, vous vous donnez du temps pour faire le canard. 2, vous êtes moins dans le malentendu. Troisièmement, là, c'est fondamentalement important, me semble-t-il. Ceci est une bonne question, d'où vient-elle? Jacques Lacan a une formule intéressante, il dit « On ne pose de questions que là où on a déjà une réponse. Ils attendent souvent de vous des réponses confirmatoires. Ils attendent que vous leur disiez qu'ils ont raison. Ou, comme ils vous mettent dans une position de sujet supposé savoir, savant, sachant, omniscient, ils attendent que vous leur disiez absolument ce qu'ils doivent savoir. Donc, ils ont néanmoins une réponse en tête. C'est ce qu'on appelle les personal knowledge, les connaissances présupposées. Donc, essayez d'aller du côté de ce qu'ils espéraient avoir comme réponse. Alors, comment aider à faire parler d'un sentiment? Ça, j'ai choisi parce qu'il y avait 1000 choses à dire, mais les stagiaires le disent beaucoup. Parler de nous-mêmes, parler d'un sentiment. D'abord, évitez de nier cet affect. Il n'y a pas de raison de se sentir stressé, c'est pas recevable, ça augmente le stress. Évitez la pseudo-philo, c'est normal, on y passe tous, t'inquiète pas. Évitez le conseil imaginaire. Moi, j'ai déjà beaucoup entendu ça. À ta place, je ferai ça. Non, ça c'est un conseil imaginaire, vous n'êtes pas à sa place. Vous avez 15 ans d'ancienneté, il a 6 mois d'ancienneté, ça ne marche pas. Évitez la sympathie imaginaire. Oui, moi aussi, je suis super stressé. C'est le principe des petits-enfants qui pleurent en maternelle. Maman a peur, donc le petit pleure. Vous êtes super stressé. Ah, tu vois, j'ai raison d'être stressé, donc ça remet une couche sur le stress du... Évitez la pitié. Ah, mon pauvre, oui, je comprends. Terrible. Évitez le pseudo-psy. J'ai trouvé ça comme exemple. Cette visite, ça ne te rappelle pas un peu quand ta mère venait vérifier si Alors, bien évidemment, je vous dis éviter tout ça, mais il se peut que pour certains de vos stagiaires, ça soit exactement une des formules qui va fonctionner. Dans l'absolu, ce que je dis est vrai. En vrai, c'est faux. C'est-à-dire que forcément, un de vos stagiaires va avoir besoin que vous apitoyiez pour pouvoir vous écouter, parce que ça renverra à la façon dont il a été écouté quand il était plus jeune. Deuxième point important, comment aider? Donc je vous disais ce qu'il ne fallait pas faire, comment aider? En disant que oui. Ça m'oppresse que les élèves me regardent. Quand un stagiaire dit ça, on se dit, bon sang, a-t-elle choisi le bon métier? Sauf que la position vertueuse, me semble-t-il, c'est dire, ok, d'accord, dont acte.
Ça vous oppresse. Et de le dire sans rien. De dire ok, et de laisser à l'autre déployer sa pensée au sens d'une carte routière. Deuxième petit conseil, essayez de poser des mots dessus. L'angoisse, c'est un affect. Un affect, ça n'a pas de mots. C'est la différence entre une émotion et un affect. Une émotion, on met un mot dessus. Un affect, on ne met pas de mots dessus. J'ai faim, je suis content. Ça m'angoisse, ça m'agace. C'est le ça qui agace, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, les gamins qui m'oppressent ? Si moi, je mets des mots dessus, ça veut dire, c'est vrai que ça peut être surprenant d'avoir 25 paires d'yeux qui regardent pendant 2 heures. Ou je pense que ça peut être de l'inhibition. C'est vrai que ça doit être un peu tétanisant. On tend un peu des perches pour voir si ça fonctionne, d'être regardé comme ça. Et puis, essayez de décrire, vous, ce que vous avez vu, en disant, par exemple, écoutez, moi, j'ai vu la leçon et je ne vous ai pas du tout senti oppressé, stressé ou inhibé. Dire que vous n'avez pas vu les effets de l'oppression. Dire aussi peut-être que, et ça c'est des Canadiens qui s'appellent Lefaber et Marslich qui font ça, je trouve ça bien. Quel super pouvoir vous voudriez pour enlever cette situation d'oppression ? Elle me dit être invisible. Alors très bien. Deux éléments par rapport au super pouvoir. Quels inconvénients on fait d'être invisible quand on est prof ? Parce qu'on sait bien, si on est un peu fan de Marvel, que tous les super-pouvoirs ont des inconvénients. Et puis essayer de faire passer du super-héros avec un super-pouvoir au super-héros outillé. J'utilise toujours de Spider-Man, piqué par une araignée, à Batman, plein d'outils. Il ne peut pas être Spider-Man, votre stagiaire, il fait en sorte qu'il devienne Batman. Outillez-le pour faire avec cette oppression. Alors, ce qui est intéressant, ensuite, c'est d'aller du côté, s'il y avait une variable que vous devez changer pour changer ça, laquelle vous changeriez ? On prend le triangle pédagogique. Le contenu, vous ou les élèves ? Et puis, juste vous dire que cette stagiaire, en fait, quand on a discuté un peu avec elle, petite stagiaire, par la taille, prof de PS, Mimi, 21 ans, elle a tout eu du premier coup, stagiaire dans un lycée professionnel à Lure. Et au bout d'un moment, quand elle était en terminale, elle m'a dit « Mais c'est vrai, finalement, les stagiaires, les élèves ne me regardent pas que comme une prof. » C'est ça qui est oppressant. C'est pas qu'elle soit regardée, c'est que les gamins avaient 18 ans, elle avait 21 ans, le regard n'était pas aussi scolaire que ça. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des stagiaires taiseux ? J'imagine, moi j'en ai eu un il y a longtemps, son plus grand mot c'était « oui mais ». Il avait « oui »,« non », puis des fois il avait « oui mais » ou « non mais ». Quelqu'un qui ne parle pas. Donc comment éviter à parler ? Éviter de jouer le martyr. Tu ne peux pas me faire ça, c'est pas possible, ça c'est le discours de l'hystérique. Éviter de comparer. Dis donc, mon stagiaire de l'année dernière, lui, il parlait. Éviter de menacer. Si tu ne parles pas, la titularisation, c'est mal barré. Éviter d'insulter ou d'injurier. C'est-à-dire, insultare, c'est sauter dessus. Injuris, c'est mettre dans la boue. C'est pas terrible de rester silencieux pour un prof, ou l'ironie, que je trouve terrible, j'ai entendu ça. Vraiment, c'est la meilleure discussion qu'on ait jamais eue, alors qu'il n'y a pas un mot qui a été dit. Éviter, on est d'accord, vous vous souvenez du contrat de confiance ? Tout ça, ce sont des éléments qui sont absolument des ruptures du contrat de confiance. Une fois que vous avez posé ça, toute la fin de l'année, vous avez une huître en face de vous. Évitez de moraliser. Un stagiaire a le devoir de parler. Évitez les commandements impossibles, ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit naturels, soit décontractés. Alors, comment inciter à parler ? Se taire. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai arrêté, vous êtes mis à parler comme des fous. Si vous remplissez l'espace linguistique, alors l'autre ne parle pas. Et donc, pour ça, j'ai le sentiment, finalement, c'est la règle que j'appelle des 4/5e, des 4 dixièmes, des 5 dixièmes et des 1 dixième. Il doit parler pendant 24 minutes, vous devez parler pendant 30 minutes, et vous devez avoir 6 minutes de silence dans votre bilan d'1 heure. Si vous essayez de tenir ça, plus ou moins, en fonction de ce qui vous êtes, en fonction de qui il est, en fonction de ce que vous faites, vous avez une grande chance qu'il se mette à parler. Si vous lui laissez le temps de parler en disant « je ne peux pas parler plus de 30 minutes ». De la même façon, décrivez ce que vous voyez et demandez l'avis aux stagiaires. Au lieu de dire « je trouve par exemple que vos élèves n'étaient pas attentifs pendant les consignes ». Dire « j'ai remarqué que les élèves tournaient la tête pendant les consignes, qu'est-ce que vous en pensez ?» On permet à l'autre de parler, en posant des éléments qui sont de la description des faits. De la même façon, donner des indicateurs théoriques. Alain Lieury nous a montré en 2010 que l'attention profonde pour des élèves d'adolescence c'est 12 secondes, que l'attention efficace c'est 20 minutes, et l'attention sérieuse 50 minutes, donc je suis en train de dépasser votre attention sérieuse. On donne des éléments théoriques qui font que les consignes sont trop longues. Et puis dire que ce que vous reprochez en demandant son avis pour changer. Je trouve que vous parlez trop vite, qu'est-ce que vous pourriez faire pour parler moins vite ? Et en fait, lui proposer pour changer quelque chose qui est organisé par les paramètres de la trame de variance. Alors les professeurs des écoles connaissent bien ça. Est-ce que les gens du secondaire, vous connaissez la trame de variance ? La trame de variance, c'est des éléments qui sont le temps, l'espace, le matériel, les autres et le corps. C'est pris chez un chorégraphe qui s'appelle Von Laban et qui dit que si on joue sur ça, alors on fait de l'improvisation en danse. Le même mouvement, si on joue sur ces paramètres, change. Une situation pédagogique, si on joue sur ces mouvements, change.
Grâce à ça, plus aucun de vos stagiaires à la Toussaint peut dire « je ne sais pas différencier ». C'est vraiment intéressant de travailler sur ça. Alors par exemple, on peut dire, eh bien tu prends 2 secondes de plus avec une respiration entre chaque phrase, on joue sur le temps, et puis tu fais lire les consignes par un élève, on joue sur les autres. Une fois que vous avez donné ça à vos stagiaires, ils vont être capables de différencier, ils vont être capables de changer ce qu'ils vous ont proposé. C'est simple comme bonjour et c'est vraiment très efficace. Comment dire ce qui va ? Donner 3 types de feedback. Vous le savez, je passe très vite. Pas seulement dire bravo, pas seulement dire ce qu'on a fait, mais dire bravo. Tu as bien atteint l'objectif et voilà comment tu t'y es pris. 3 types. C'est ce que Walker appelle les compliments descriptifs. Bravo, 3 types de choses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, dire comment ça se fait que ça a marché. Comment dire ce qui ne va pas ? D'abord, prévenir. Dans le contrat d'entretien, attention, cette année, je vais vous dire des choses qui vont être désagréables parce que je vais vous dire ce qui ne va pas. Si la première fois où vous arrivez dans votre entretien, vous dites voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et que vous n'avez pas prévenu en amont, ce n'est pas forcément très éthique. Deuxièmement, donner son accord. Je suis très sensible à ça. Je trouve que Martine Doré, avec qui je travaille, le dit toujours. Est-ce que maintenant vous êtes prête à entendre ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on peut aborder ça ? Ça va ? Vous savez que quand le bilan commence mal, quand il se rend compte qu'il a raté sa leçon, c'est un peu dur d'attaquer ça. Et moi, j'ai trouvé une solution qui est prendre rendez-vous pour plus tard. Retournez en cours et puis on se voit à la fin. Alors ça vous allonge votre temps de visite. Mais ça marche aussi, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Écoutez, on va voir là, quand est-ce que vous êtes libre ? On se voit demain, on fait le bilan demain. Laissez à celui qui vient de vivre un traumatisme le temps de se remettre sur pied. De la même façon, il me semble intéressant de dire que quand ça marche, ce qui me paraît important, c'est de leur dire qu'il y a un lien de cause à effet. Et que s'ils n'ont pas réussi quelque chose, c'est soit parce qu'ils ont prévu quelque chose de faux, soit parce qu'ils ont fait quelque chose de bien de la mauvaise façon. Mais leur dire que c'est pas, j'ai pas de chance, c'est les élèves, c'est comme ça, de leur dire qu'il y a un résultat de cause à effet dans ce que vous avez vu, dans ce qu'ils ont produit. Oui, dire aussi, être sa mémoire, non, c'était pas terrible, vous avez, ceux qui ont de l'expérience savent que les stagiaires se plaignent quand ça rate, oh non, j'arrive pas, c'est compliqué, mais vous vous souvenez comment vous étiez au mois d'octobre ? Dire pour lui les progrès que vous avez vus. Alors comment se quitter ? D'abord, ne pas laisser le meuble Ikea démonter. Vous avez déjà monté un meuble Ikea, vous avez déjà démonté un meuble Ikea, qui a déjà essayé de remonter un meuble Ikea. C'est l'enfer, c'est l'enfer. On a perdu le plan, en général, on n'a plus les petites clés comme ça, c'est insupportable. Tout a été bougé, c'est pas possible. Et souvent, quand on finit un bilan, on laisse le meuble démonter. On prend la leçon, on la démonte aux façons des éclatés en technologie, là. Moi, je pense qu'en parole, il faut essayer de remonter la leçon. Ok, voilà tout ce qu'on a mis à plat. Maintenant, comment on rebâtit un peu tout ça avant que je vous laisse tranquille et qu'on se revoie une prochaine fois que vous repartiez vers vos élèves. Donc ça veut dire que dans votre bilan, sur 1 heure, il faut prendre un petit peu de temps pour ça, pour dire comment remonter la leçon. Et puis dernièrement, laissez le dernier mot au stagiaire. Moi, j'ai toujours une formule. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour terminer ? Comment vous termineriez ça ? Et ça, je le mets dans le contrat d'entretien. Puis l'année dernière, j'ai entendu un truc très intéressant. Je vous dis, la formule que j'avais employée, c'est est-ce que vous auriez une parole finale ? Et la stagiaire avec qui j'étais m'a dit, non, j'ai pas de parole finale. Tiens, on va s'arrêter sur ça. Un prof n'a pas de parole finale. Ça, c'est le principe d'une césure dans une analyse. Donc ça veut dire que ça, on va le mettre au travail. Il part avec ça. Un prof n'a pas de parole finale. Donc par mail, par téléphone, la fois suivante, mettre au travail ce qu'il a dit de ce dont vous étiez en train de parler ou de la fonction professorale. Un prof n'a pas de parole finale. Alors pour conclure, il n'y a pas de métalangage. Tout ce que je vous ai dit, forcément, est soumis à tout ce que je vous ai décrit. J'ai dit des choses, vous avez entendu autre chose. Forcément, il y a des équivoques de sens, il y a des équivoques de son qui ont fait qu'on s'est mal entendu. Mais sans malentendu, ça serait un monde de fous, ça serait le monde je vous engage à lire le petit livre de Jean-Luc Fleury qui s'appelle Klemperer, ou Klemperer aujourd'hui. Il montre Klemperer, c'est un linguiste juif qui a expliqué comment la langue du Troisième Reich avait contribué à l'avènement du Troisième Reich. La langue claire, où tout veut dire la même chose pour tout le monde, c'est une langue totalitaire, c'est une langue fasciste. Donc, encore heureux, on est dans le malentendu. Donc mon idée, c'est plutôt de vous avoir proposé des pistes et pas des solutions, parce que de toute façon, ça va rater. La parole avec l'autre est organisée absolument pas par le savoir-y faire, mais par un savoir qui rate, par un savoir qui échappe. C'est plutôt ce que j'ai appelé un savoir-y faire. Un savoir-y faire, c'est un truc qu'on invente dans l'instant, qui ne vaut que pour les interlocuteurs et qui ne vaudra pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est ça la différence entre savoir-faire et savoir-y faire. Et puis, bien évidemment,
écouter avec l'oreille trouée par le signifiant. Quand on écoute un stagiaire dire « j'ai dû improviser pour rassurer », il a dit pour assurer ou pour rassurer? Quand un stagiaire dit « oui, effectivement, c'est ce qui m'a permis de regagner la classe », il a dit remporter une victoire ou rejoindre la classe? Quand un élève disait « je sais pas moi »,« je sais pas moi »,« je sais pas moi »,« je sais pas moi », c'est un enfant psychotique, « je » et « moi » sont décalés. Donc vous avez un intérêt à remettre le nez dans ce qu'on appelle la langue des oiseaux, François Villon, qui fait des poèmes entiers. Hein, si on est marin et qu'on entend la mer démonter, on voit tous bien ce que ça veut dire. Hein, si on fait de la randonnée jusqu'au fort, la mer démontée, on voit bien que la montée est amère. Et puis, si on est plombier et qu'on a des problèmes de canalisation, la mer démontée, ça veut dire autre chose. Et donc, je vous engage vraiment à prêter l'oreille, au sens noble du terme, merci, à prêter l'oreille à votre stagiaire de façon à écouter ce qui se dit et pas ce qu'il dit. C'est souvent dans ce qui se dit, dans ce qu'il dit, que vous allez trouver de quoi le faire parler, de quoi l'aider. Parlez en connaissance de cause, parlez en connaissance de conséquences. Vous n'êtes pas, je vous l'ai dit au début de la présentation, coupable, mais vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous entendez. Ça, c'est l'éthique de la responsabilité de Max Weber, qui nous dit que la flèche appartient au tireur. Vous n'êtes pas coupable des mots que vous dites, vous êtes responsable de l'effet qu'ils ont chez celui à qui vous vous adressez. En tout cas, ce que j'ai essayé de vous proposer et ce qu'on va mettre en place dans le stage, c'est d'essayer de considérer la parole autrement. Parler, ce n'est pas communiquer. Communiquer, c'est une sonde spatiale qui envoie un bip qui arrive à l'identique sur Terre. Quand on parle, il y a une distorsion liée à l'interlocuteur et au locuteur. Et puis finalement, la grande idée, c'est cette idée de transfert. Si vous parlez autrement, alors il parlera autrement. S'il a confiance dans la parole, alors il donnera confiance à ses élèves dans la parole. Et en fait, la grande difficulté, c'est que tous, autant que vous êtes, parce que vous avez des années d'expérience de tutorat, parce que vous êtes enseignant, parce que vous êtes des adultes, vous avez déjà construit des habitus locutoires. Et ce que dit Lacan, c'est que finalement, une fois qu'on a une information, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est transformer cette façon de faire. Alors, sauf que c'est dur, c'est la loi de satisfaction de Goffman, de Gibson, qui consiste à dire qu'une fois qu'on a trouvé un truc qui fonctionne, on le garde. Vous avez trouvé des façons de vous adresser à l'autre qui fonctionnent. Comme dit Chomsky, vous êtes compétent linguistiquement parlant. Vous atteignez votre but en parlant. Eh bien, j'ai le sentiment qu'en changeant un petit peu votre façon de considérer la parole et l'écoute, vous pourrez être davantage compétent dans la façon d'aider votre collègue à être titularisé. Ça, c'est l'objectif du stage de l'année prochaine. Voilà le stage de l'année prochaine. Les ateliers, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, je vous remercie en pensant bien qu'on est tous des apprentis dans la langue. Bon courage pour les ateliers. Alors, bien évidemment, c'est très frustrant pour moi de ne pas vous avoir laissé la parole ou pas vous accueillir vos questions. Je réponds à toutes vos questions par mail. Le mail, c'est yves-felix.montagne, univ.fcompte. Envoyez-moi des questions, des incompréhensions. Vous aurez ce diaporama. Il y a beaucoup d'annexes. Je vous ai mis plein d'annexes avec plein de choses. Et voilà. Donc j'attends vos retours si vous le souhaitez. Et j'attends vos inscriptions pour le stage de l'an prochain.